Et si on s'intéressait à la CONAC ce dimanche, la Commission nationale anticorruption a rendu public son rapport 2013 dans lequel elle fait bel et bien savoir entre les lignes que la corruption est encore présente. L'équipe de Dieudonné Massigam affirme avoir été saisie. D'ailleurs, elle a reçu plusieurs dénonciations, plus de 2000 au total. Un chiffre qui trahit peut-être à suffisance que le mal est bien profond. La CONAC préconise même l'institution d'un programme national d'éducation à l'intégrité. Pour quels résultats serait-on tenté de se demander? Pourrait-on également s'interroger sur l'applicabilité de l'article 66 de la Constitution, longtemps réclamé par la société civile et même par l'opposition? Cette édition de Droit de réponse va s'intéresser également à la carte de presse que Mutation présente comme la carte de discorde, tant le syndicat national des journalistes du Cameroun et la Commission nationale de délivrance de la carte de presse sont mailles à partir sur les contours de délivrance de cette carte de presse. À suivre donc au courant de cette édition de Droit de réponse. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. Justement, ce Droit de réponse, c'est un programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous de Droit de réponse ce dimanche. Dans un instant, on fera connaissance avec nos invités. D'abord, on tourne dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité cette semaine de ces deux fortes actualités. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs. Et on l'a dit, on s'intéresse ce dimanche au rapport 2013 de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, et à la carte de presse. Vous faites bien de le dire, deux articulations meublent donc ce rendez-vous de droit de réponse. Mais la première articulation parle de la carte de presse. C'est d'ailleurs la nouvelle expression qui donne le ton de ce sujet cette semaine et qui parle donc de la mise au point Europe Plus, le quotidien du Carrefour Bonacomo à Douala, souligne que le rédacteur en chef du bi-hebdomadaire Europe Plus a dit les contre-vérités au sujet de la carte de presse pour manipuler l'opinion publique. Selon d'ailleurs le quotidien, le bi-hebdomadaire l'accuse d'avoir gardé l'exclusivité des résolutions de la tenue de la deuxième session de la commission de la carte de presse parce que, précise le rédacteur en chef d'Europe Plus, c'est le directeur de publication de la nouvelle expression qui est d'ailleurs le président de la commission de la carte de presse au Cameroun. Faux, retorque le rédacteur en chef de la nouvelle expression et qui estime que le rédacteur en chef d'Europe Plus n'a pas suffisamment utilisé ses sources pour avoir la bonne information. David nous fait savoir à Nathanaël Ndok que ces mutations du 17 novembre 2015 à sa page 7 qui avait d'ailleurs l'exclusivité sur la tenue même de la deuxième session de la commission de la carte de presse. Le bi-hebdomadaire qui n'est pas resté courtois dans sa riposte a estimé que toute la rédaction de la nouvelle expression est de mauvaise foi parce qu'elle semble donc s'appuyer sur les ragots pour faire sa mise au point. Le quotidien Mutation qui traite également de cette question fait savoir que le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, dénonçait déjà la composition même de la commission de la carte de presse et le principe de ses membres. Pour Mutation, Denis Kouebo, qui est donc le président du SNJC, a révélé qu'il ne reconnaîtra pas l'autorité ou encore moins la compétence même de cette commission. Le journal reconnaît néanmoins qu'il est donc nécessaire que le secteur soit assaini en mettant d'ailleurs sur pied un organe de régulation. La nouvelle expression, ou tout au moins la nouvelle équipe dirigée par Séverin Tchonke, qui sait donc qu'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes d'ailleurs, se propose d'ailleurs de tout mettre en jeu pour améliorer les conditions des travailleurs de la presse au Cameroun et surtout de manière progressive, précise Mutation. Europe Plus relève que la commission annonce déjà les premières cartes de presse pour 2016. Seulement, les pièces à fournir font l'objet des critiques selon les réactions des journalistes relayées par Europe Plus. Pour le patron du journal satirique Le Popoli, la presse est déjà morte depuis que l'équipe actuelle soit capable donc de la ressusciter. Voilà ce qui est du premier sujet. Le second parle notamment du rapport de la CONAC. Cette fois, 2013, c'est l'année de la corruption au Cameroun. C'est d'ailleurs la substance du rapport rendu public
par la CONAC sur l'état de la lutte contre le phénomène au Cameroun. Mutation précise que le rapport de la CONAC accable d'ailleurs les secteurs publics et privés. Le quotidien ajoute que c'est un rapport de la CONAC plein de curiosité. Malgré les actes de blocage révélés par Mutation, Cameroun Tribune rappelle que la CONAC s'est d'ailleurs battue. Elle a pu collecter en reversant donc la somme de 50 milliards de francs CFA au trésor public, fruit des actions menées sur le terrain. Le Messager, pour sa part, cite quelques noms des responsables épinglés par la CONAC. Selon le quotidien, El Hadj Oumarou est donc un exemple, lui qui est le patron du BGFT, ou encore où la corruption se conjugue au pluriel. La nouvelle expression semble avoir compris le souci principal de la CONAC qui change de stratégie. Selon la nouvelle expression, la CONAC esquive les corrupteurs et cible plutôt les institutions. Ce changement de situation survient après les menaces proférées à la structure par certains membres du gouvernement épinglés par la CONAC notamment. Le journal ajoute que c'est aussi l'une des raisons qui a d'ailleurs retardé la publication des rapports de la CONAC, prêts donc depuis 2013. Voilà résumé en quelques mots les sujets de droit de réponse ce dimanche. Merci à vous, Flavien Valondongo. On se retrouve donc dimanche prochain pour d'autres thématiques. À dimanche, Sandrine. Merci donc à vous. Nous faisons à présent connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment de réflexion avec nous. Benjamin Foudaïfa, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous vos invités et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et particulièrement cette émission Droit de réponse. Merci. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous êtes journaliste, on peut le dire, et vous travaillez également à la... Et pourquoi on peut le dire? Y aurait-il des doutes sur ma profession? Pas du tout. Donc c'est justement pour éclairer la lanterne de ceux qui estiment que lorsqu'on est passé dans une institution, on perd son micro. Mais on pourra peut-être en parler avec le débat sur la carte de presse. Naturellement. Donc je signale également que vous êtes l'un des cadres, on va dire comme ça, de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Le rapport 2013 va nous intéresser au cours de cette édition. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Nous disons également bonjour à Maître Charles Tchungan. Bonjour. Bonjour Sandrine, bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous également. Bon dimanche à vous téléspectateurs et à mes co-panélistes. Merci bien. Je signale que vous êtes ancien bâtonnier, avocat au barreau du Cameroun. J'ai bien envie de vous interroger sur une question d'ordre politique. La presse s'est beaucoup intéressée cette semaine à l'opération, ou bien aux opérations de renouvellement des organes de base au sein du RDPC, des batailles, des insultes, des empoignades à ne point se terminer. Comment vous vivez ça lorsque vous regardez le champ politique camerounais? Écoutez, c'est le regard d'un citoyen qui s'attriste au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les partis politiques ne tirent pas les conséquences des errements des différentes élections qui se déroulent depuis une trentaine d'années dans notre pays. Le principal parti politique, le RDPC, nous a donné quand même, dans certains contrées, un spectacle qui ne grandit pas, n'est-ce pas, son image. On a pu voir dans certains départements un ancien président OJR qui avait largement dépassé l'âge pour pouvoir compétir dans le cadre de ce segment, être dispensé de l'âge par le ministre responsable de l'organisation des élections. Avant-hier encore, c'était hier matin, j'étais dans une chaîne très courue à Yaoundé et j'entendais, n'est-ce pas, mon co-débatteur qui est vice-président, qui a été élu vice-président dans une liste dans une autre contrée, et me dire que ce qu'il a constaté, c'est qu'en réalité, ses concurrents passent leur temps non pas à convaincre les électeurs pour être élus, mais que ces concurrents passent leur temps à réfléchir sur les techniques de tricherie, n'est-ce pas, pour écarter leurs concurrents et reprendre la place. Mais globalement, je considère que le principe même du renouvellement des organes dans le cadre d'un parti, c'est une bonne chose pour la démocratie. On a pu voir également que beaucoup d'élus, c'est-à-dire des députés, des sénateurs, et des maires, ont été battus. Pourquoi? Parce que lors des élections couplées législatives, municipales, présidentielles, ils avaient été investis par le sommet. Donc on a pu constater que beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils arrivent à la base, ils ont été battus. Je pense que d'ici 2-3 ans, lors de la prochaine élection, ils n'oseront même plus se représenter parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un déficit de légitimité qui leur colle à la peau. Moi, je souhaiterais que, dans le cadre du renouvellement des organes
des autres partis, que l'on recourt à cette technique que le SD va expérimenter, qui a très bien marché, c'est le bulletin commun. On s'est rendu compte qu'avec le bulletin commun, il est très difficile de manipuler les résultats et de manipuler les électeurs. Et donc le RDPC gagnerait peut-être à s'y faire également. Je crois que nous observons la scène continentale et nous voyons qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour l'Afrique, en tout cas pour l'Afrique francophone. Au Burkina Faso, pour la première fois, 5 millions d'électeurs vont aux urnes pour élire pour la première fois un président de la République qui n'est ni sortant, n'est-ce pas, ni engagé dans les manipulations forte bataille politique. De fond. Donc je pense que, et j'étais hier nuit, je suivais une émission de la télévision burkinabé où on expliquait comment ça va se passer. Et la Commission nationale électorale du Burkina a dit une chose qui m'a quand même impressionné. Ils ont dit les résultats J+1. C'est-à-dire que demain nous aurons les résultats, n'est-ce pas, au Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Qu'on ne nous dise pas qu'il faille attendre 1 mois, 2 mois, parce que le Conseil constitutionnel va s'attuer. Non, nous devons avoir les résultats sortis des urnes. Et après, maintenant, les mécanismes constitutionnels pour l'installation ou l'investiture des élus peuvent se faire. Je crois que le Burkina, encore une fois, va nous donner une petite leçon, n'est-ce pas, d'intégrité démocratique. Et je pense qu'il faut que les fauteurs en eau trouble, parce que nous savons qu'il y a plein de gens qui veulent déstabiliser et décrédibiliser cette élection, soit en interne, soit en externe. Le président de la République de transition disait hier qu'ils ont pu établir que la tentative, n'est-ce pas, de remise en cause de la transition a été en même temps fomentée tant à l'intérieur du Burkina qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle toutes les frontières, n'est-ce pas, aériennes et terrestres, n'est-ce pas, du pays ont été fermées pour s'assurer qu'effectivement, on ne va pas perturber les 5 millions d'électeurs burkinabés qui vont, je crois, ce soir, nous donner un nouveau président de la République. Et donc la page Blaise Compaoré sera assez facilement tournée? Moi je pense, mais je sais aussi, parce que je viens de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y a un gros débat sur des conversations téléphoniques qui ont été enregistrées entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et, n'est-ce pas, le Premier ministre sur la manière de déstabiliser, n'est-ce pas, les partis politiques afin que le coup d'État n'échoue point. Donc quand vous allez sur les réseaux en Côte d'Ivoire au Burkina Faso, vous lisez, n'est-ce pas, cette interview qui a été enregistrée. Et on entend clairement et distinctement la voix du président Soro qui converse avec un militaire burkinabé dans la manière, n'est-ce pas, de ne pas faire échouer le coup d'État. Et donc ça, c'est un problème qui est extrêmement inquiétant. Et nous espérons que les mécanismes judiciaires qui ont été mis en place, à la fois pour réhabiliter Thomas Sankara et puis réhabiliter les victimes, n'est-ce pas, de la dernière tentative du putsch, ces procédures vont aboutir. Et je pense que le nouveau président de la République, s'il veut conforter sa légitimité, il a intérêt à laisser la justice faire son travail. Très bien. Merci donc à vous, Maître Charles Djongan. Nous disons bonjour à Paul-Joël Capjean. Bonjour. Bonjour Sandrine, merci pour l'amitié que vous faites en nous invitant ici, en invitant notamment le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui reste le syndicat le plus organisé et le mieux structuré du secteur de la presse. Vous êtes justement membre de ce syndicat et la réaction que vous avez eue, on le sait, vendredi dernier, le président de la République, on peut le dire, confirmé, Peter Soka, qui assurait jusque-là la tâche de vice-président du Conseil national de la communication. Alors on peut se dire qu'après le décès de Monseigneur Joseph Beffo Ateba, qu'une nouvelle ère s'ouvre au Conseil national de la communication. Écoutez, accouchement difficile, accouchement quand même, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on attendait la nomination d'un nouveau président depuis le décès de Monseigneur Beffo Ateba, à qui vous avez fait allusion tout à l'heure. Et vous avez bien fait de le signaler en disant qu'il a été confirmé. Eh bien, M. Peter Soka a été confirmé parce que non seulement en sa qualité de vice-président du Conseil national de la communication, il assurait également l'intérim de la présidence de cet organe. Donc, je crois que le discours va rester le même parce qu'en tant que vice-président et en tant qu'intérimaire, on a quand même vu le ton qu'il a donné à cet organisme. Je crois que le ton va rester le même, rien ne va changer. J'ose croire peut-être qu'il pourra encore réorienter sa stratégie de travail parce qu'il a quand même été confirmé. On peut dire qu'étant vice-président, peut-être il surfait sur des braises parce qu'il avait quand même peur que son éviction pourrait être imminente. Mais il a été confirmé, je crois qu'il pourra monter d'un cran et le SNJC va rester au rebond. Très bien, merci à vous d'être là ce dimanche et nous disons bonjour à Elie Fernand Pamo, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes journaliste, vous êtes également rédacteur en chef de Equinox Télévision. Merci d'être là ce dimanche.
Merci Sandrine, je précise bien que je viens sur ce plateau en qualité de journaliste, Tout simplement. Tout à fait. Voilà. Merci donc à vous d'être là, très chers messieurs. Je vous propose à présent d'évoquer l'un des pans de l'actualité de cette semaine et nous allons commencer par la lutte contre la corruption. La CONAC a rendu public son rapport cette semaine, le rapport 2013. Alors, Paul Joachim, comment vous avez apprécié le traitement de cette actualité par la presse? Écoutez, le traitement a été le même traitement, sauf qu'il y a quand même quelques points sur lesquels les journalistes s'offusquaient, notamment le délai. Les gens ne comprenaient pas pourquoi un rapport de 2013 est rendu public en 2015. Mais je crois que les informations sur cet état de fait avaient filtré depuis belle lurette. Vous vous rappelez que initialement c'était le 18 décembre 2014 que ce rapport devait être rendu public. Et quelques jours, je vais dire à la veille justement de la publication de ce rapport, il a été bloqué, dit-on, par la présidence de la République. Mais il nous semble, au regard de l'actualité, je crois que c'est le quotidien Mutation qui était le premier à traiter de la question de ce report, que le rapport avait été bloqué au niveau de la présidence de la République pour justement voir un peu plus clair. On a dit tantôt que c'était parce que certaines personnes, certains protégés du pouvoir étaient épinglés, ce qui n'est pas la première fois. On a également dit qu'il y avait la méthodologie qui devait être revue, ce qui, de notre point de vue, nous semble un report quand même pertinent, mais au fond, je crois que ça a permis quand même à la CONAC de revoir un certain nombre de choses. Mais maintenant, si on revient sur le contenu, il faut dire tout au moins que la corruption au Cameroun commence je vous assure, à être le quotidien des Camerounais, parce qu'il y a des actes de corruption qui sont presque banals. On n'en parle pas, mais pourtant ce sont la corruption. C'est la corruption autant pour moi. Tenez-vous tranquille, j'ai participé à ce rapport, peut-être je ne devrais pas le dire ici, mais il est rendu public. J'ai travaillé essentiellement sur la corruption dans le secteur portuaire. À l'époque, on travaillait dans le cadre du projet Mieux informer sur la corruption. J'ai fait plusieurs investigations au niveau du port de Douala. Alors, lorsque je vous prends ne serait-ce que le trajet entre l'entrée du port et le parc à bois, alors j'ai pu décrire dans les résultats de l'enquête que nous avons effectuée qu'il se passe vraiment une corruption presque à ciel ouvert et que chaque point, chaque checkpoint constituait justement une occasion de corruption à la fois pour les camionneurs et pour ces agents publics, et qu'il nous semblait que les patrons qui se couchaient chez eux pendant que les camionneurs convoyaient la marchandise pour le port n'étaient au courant de rien. Et sur la base des témoignages que nous avons eus, je crois savoir que là-bas on n'avait plus peur parce qu'on le faisait à qui à la tête du client, à qui venait. Il fallait voir, nous avons assisté, nous avons pris une journée pour voir comment tout cela se passe et les micmacs. Et en même temps, nous avons travaillé au niveau des dockers, les dockers toujours au port de Douala, pour essayer de voir comment la corruption se manifestait là-bas. Et je puis vous dire que c'était effroyable. Mais de mon point de vue, ce rapport vient à point nommé et je crois que l'expert qui est sur le plateau, alors le cadre de la CONAC qui est sur le plateau, saura nous donner des informations aussi fiables que celles que je viens d'énoncer. Alors, Maître Chalchongan, lorsque la CONAC affirme avoir reçu plus de 2700 dénonciations, comment vous réagissez? C'est un chiffre qui vous parle ou est-ce qu'on pourrait en avoir un peu plus? On pourrait en avoir beaucoup plus, hein, parce que nous savons que la réalité, nous sommes dans un système complètement endémique. Hein. Je crois que le Cameroun est gangréné dans tous les secteurs d'activité par la corruption. Si vous prenez le rapport 2013, vous vous rendrez compte que tous les secteurs sont visés. Hein. Donc, aucun secteur n'est épargné. Mais je veux dire que ce n'est pas ces chiffres. Les chiffres de la CONAC sont des chiffres. Bon, j'ai vu des titres du genre la CONAC a permis de recouvrer 50 milliards. Non, la CONAC n'a pas permis de recouvrer 50 milliards. En réalité, c'est une projection que la CONAC fait en se disant si nous n'étions pas intervenus, on aurait détourné 50 milliards. Donc, il faut que l'opinion publique soit fixée sur... la CONAC n'a pas pour vocation de recouvrer de l'argent. Ce n'est pas sa mission régalienne. Bon, on a évoqué les seuls chiffres de recouvrement effectif. C'est le chiffre que la CONAC d'ailleurs cite dans son rapport. C'est sur les 2 milliards recouvrés au niveau du TCS. C'est la seule somme. Mais quand on voit les enjeux, quand on voit les sommes que l'État investit pour permettre à ce tribunal criminel spécial et à la CONAC de travailler, on se rend compte finalement, dans la balance, l'État perd encore de l'argent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se demande à quoi on joue. Et se pose donc la question de savoir, est-ce que c'est pertinent de garder une structure telle qu'elle est, avec le peu de pouvoir juridique qu'elle a pour faire ce travail. Je crois que ce n'est pas la peur du gendarme quand l'on fait de la prévention.
une des grosses missions de la CONAC, c'est non seulement de faire de la pédagogie, mais c'est également de faire de la prévention. Pour faire de la prévention, il faut être craint. Or, aujourd'hui, les moyens juridiques dont dispose la CONAC ne lui permettent point d'être craint. Parce qu'en définitive, vous vous souvenez que dans les premiers rapports de la CONAC, qui ont subrepticement disparu de votre site, il y avait des dossiers clairs, des noms, n'est-ce pas, ciblés. Des personnalités et des montants. Je prends tout cet exemple de Berthois, la rue Ayos Bonis, là. Vous vous souvenez, le ministre Gaga avait conduit, n'est-ce pas, les enquêtes là-bas avec son comité, et les chiffres étaient clairs. On passait d'un marché de simple au double. Comme par hasard, quand vous allez sur le site de la CONAC, tout ça a disparu. Et depuis, on ne sait pas ce que sont devenues les premières enquêtes de la CONAC où, en fait, les gens étaient visés nommément. Bon, j'ai vu que mon ami Anouka a réussi à faire passer la thèse à la CONAC sur laquelle on enlève le nom des gens pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence. Mais enfin, lorsque vous êtes enquêté à la gendarmerie, lorsque vous êtes enquêté devant le juge d'instruction, lorsque vous êtes poursuivi devant votre tribunal, sur votre dossier, il y a votre nom. C'est parce qu'il y a votre nom qu'on porte atteinte à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence veut dire tout simplement qu'on ne doit pas vous considérer comme coupable dès lors qu'un tribunal ne vous a pas déclaré définitivement coupable. C'est ça la présomption d'innocence. Donc il faut que nous sachions ce que nous voulons. Donc par conséquent, moi je plaide pour le renforcement des capacités juridiques. Alors, qu'est-ce que vous dites lorsque vous estimez que, effectivement, des personnalités n'ont pas été citées nommément? Pour vous, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Oh, ce sont les méthodes que nous connaissons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on veut essayer, on croit pouvoir protéger des gens, mais on ne les protège pas. À partir du moment où vous connaissez la structure, quand il vous dit que le proviseur de tel lycée est l'auteur du fait de corruption, c'est facile de savoir qui il est. Autant le dire clairement. Donc c'est une sorte de faux fion qui, en réalité, ne cache rien du tout. Hein, c'est l'arbre qui veut cacher la forêt, c'est pas possible. Parce que si vous lisez bien le rapport, à chaque fois, on a fait ça pour faire plaisir aux gens. Mais la CONAC a résisté. On voit bien que la CONAC a résisté en indiquant, en donnant ce que moi j'appelle les identifiants des gens dont il s'agit. Puisqu'on vous donne la structure, on vous donne sa fonction, on vous la localise. Donc par conséquent, c'est facile de savoir qui fait quoi. Donc c'est la raison pour laquelle, moi je dis que si l'on veut vraiment lutter contre la corruption, il faut renforcer les capacités juridiques de la CONAC en faisant d'elle une véritable agence nationale indépendante, financée avec un rang législatif, financée par le budget de l'État, un budget autonome, et avec pour vocation à la fois de saisir les juridictions en cas de faits avérés, n'est-ce pas, et de pouvoir effectivement rendre public les enquêtes. Parce que ici, qu'est-ce que nous avons en réalité? Quand vous voyez ce que mon collègue du panel syndicat des journalistes vient de dire, et le rapport qui a été écrit, en réalité, ceux qui lisent ça ne comprennent pas grand-chose. Parce que pour comprendre ce que c'est que... il faut peut-être vivre la réalité. Donc, il faut entrer dans les rapports d'enquête. Tout à fait. Vous voyez, il vous a parlé d'un segment au port, il vous dit qu'à chaque 10 mètres, il y a un péage. Parce que c'est ça. Et dans le discours du président de la CONAC, peut-être pour terminer. Il a bien décrit. Quand j'ai lu ça, j'ai un peu rigolé parce qu'il dit la colère du chef, n'est-ce pas, finit avec moi tout de suite là. Donc, on voit les formules qui sont devenues pratiquement des formules normales dans notre pays. Donc, on ne peut pas combattre la corruption s'il n'y a pas une véritable volonté politique d'éradiquer ce phénomène qui détruit notre économie et qui détruit notre pays. Très bien. Avant Benjamin et Fernand, comment peut-on être satisfait des points qui ont été abordés de façon globale par la CONAC dans ce rapport 2013? On peut dire, Sandrine, à la lecture du travail qui a été fait par la presse cette semaine au sujet de ce rapport, que la presse camerounaise a bien évidemment abordé quelques aspects qui semblent importants et qui permettent de mettre au goût du jour les manquements dans la vie sociale, dans les aspects de la vie sociale, de la vie économique et de la vie politique du Cameroun. Mais peut-on en être satisfait? Je dirais non.
Pas tout à fait, parce qu'évidemment, Maître Tchungan le disait tout à l'heure, la CONAC représente, il faut déjà le rappeler, un des outils dont dispose l'appareil étatique, c'est-à-dire l'État du Cameroun, pour combattre la corruption, et qui est né dans un contexte bien particulier. Mais aujourd'hui, les défis sont bien énormes. Je vous donne quelques chiffres. D'après une enquête qui a été menée par ECAM, c'est un mouvement d'entrepreneurs que vous devez connaître, près de 60% des ménages camerounais reconnaissent avoir contribué, c'est-à-dire avoir posé un acte de corruption. C'est dire que la corruption aujourd'hui au Cameroun représente un véritable fléau. Et puis, au-delà du renforcement des capacités, je veux dire des capacités juridiques de la Commission nationale anticorruption, il faut orienter l'action de la CONAC vers l'éducation. Et là, ça devient une question à la fois structurelle et fonctionnelle. On se demande toujours aujourd'hui pourquoi certaines dispositions de la Constitution qui contribuaient justement à mettre à nu les manquements relatifs à la gestion et à la malgouvernance dans notre pays ne sont pas appliquées, notamment l'article 66 de la Constitution. Ce sont des questions de fond qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Il faut bien que, bien entendu, en plus de la CONAC, il y a application de l'article 66, d'une part, qu'un programme d'intégrité soit peut-être institué. Est-ce que cela peut changer fondamentalement quelque chose? La corruption semble bien être ancré dans les esprits. Ce serait un début de solution, un début de solution assez efficace et qui permettrait justement d'évaluer ceux qui nous dirigent et qui sont aujourd'hui, qui occupent aujourd'hui le banc des accusés dans ce rapport. Cela permettrait justement d'avoir un indicateur ou une grille pour pouvoir analyser les performances et voir évidemment jusqu'où on peut aller dans la lutte contre la corruption. Donc c'est dire, lorsque vous vous rendez compte, par exemple dans le secteur de l'éducation, pour ne citer que celui-là, en début d'année, les pots de vin sont devenus une pratique monnaie courante au vu et au su de tout le monde. L'inscription dans les lycées, la question des APE, etc. C'est dire que ce sont des questions de fond. Il est aujourd'hui important de s'approprier le combat en impulsant déjà, en impulsant depuis le sommet de l'État, en impulsant l'application de l'article 66 qui donnerait justement la possibilité à tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui de déclarer leurs biens, et ensuite cela permettrait d'avoir un indicateur sur lequel on pourrait apprécier et puis juger d'un acte de corruption, s'il y a acte de corruption ou pas. Tout à fait. Alors, Benjamin Fodé-Fa, il y a encore des griefs finalement après le rapport 2013, le retard qui a été observé dans sa publication. Peut-être qu'il vaut mieux expliquer pourquoi ce retard a été observé, les déclarations, les affirmations qui tournent autour de ce que la présidente de la République avait un droit de regard sur ce rapport, sont-elles exactes? Mais écoutez, il y aura toujours des griefs, il y aura toujours des déclarations comme celles que vous venez en train de dire, mais je crois que l'essentiel est là. Le rapport est sur la table, il faut pouvoir en prendre connaissance et pouvoir donner suite donc à ce qui a été dit dans le cadre de ce rapport. C'est pour ça que je suis particulièrement intéressé par les interventions des uns et des autres qui montrent effectivement qu'il y a une réelle préoccupation des Camerounais à pouvoir combattre la corruption. C'est déjà ça, d'avoir cette volonté de la plupart des Camerounais d'en finir avec ces fléaux qui empêchent effectivement à notre nation de décoller. Ce qui m'intéresserait... Mais est-ce que la CONAC fait tout pour qu'on en arrive là? La CONAC est dans son rôle, elle fait ce qui est dans le cadre des moyens institutionnels dont elle dispose. Je suis d'accord avec les intervenants, notamment Maître Charles Tchungan, quand il dit qu'il faut peut-être envisager le renforcement des capacités juridiques de la Commission nationale anticorruption, mais en même temps, je voudrais dire que, au regard du texte organique, le décret numéro 2006
088 du 11 mars 2006 qui porte donc création, organisation et fonctionnement de la CONAC, on ne peut pas dire que la CONAC n'ait pas des moyens de fonctionner. Lorsque Maître Charles Tchunga parle par exemple de la possibilité de saisir la justice, vous verrez très bien que dans le cadre de ce texte, il n'y a pas que le fait de faire des rapports sur des enquêtes, de transmettre au président de la République ou au ministre concerné, mais il y a le constat par exemple des flagrants délits. Et je puisse vous dire que dans le cadre justement du constat des flagrants délits qui sont donc faits par des administrations compétentes requises par la CONAC, eh bien il y a plusieurs personnes qui ont dû rendre compte de certains actes qu'ils ont posés, et peut-être que nous ne communiquons pas assez dessus. Ce serait peut-être une façon de vous dire qu'il y a plusieurs actions qui sont menées déjà en regardant des télévisions. C'est tout à fait normal que le flou total soit jeté sur les activités de la CONAC. Souvenez-vous quand même de ces cas où la CONAC est descendue sur le terrain et avec la réquisition de la police ou de la gendarmerie a pu permettre qu'on constate des flagrants délits et que des personnes rendent compte. Au moment où je vous parle même, il y a eu plusieurs personnes qui se retrouvent soit sous mandat de détention provisoire, soit devant des juridictions, du fait des enquêtes de la CONAC. Je voudrais également revenir sur la question de la présomption d'innocence, parce que l'une des préoccupations des panélistes sur le plateau, notamment Maître Charles Tchunga, c'est effectivement le fait que le rapport ne comporte pas tout à fait de nom, mais je suis heureux que lui-même par la suite finisse par dire que, ok, en décrivant les fonctions, on peut très bien se retrouver. J'ai d'ailleurs vu un journal qui a joué avec ça, qui, dans sa publication, a dit tel ministre est indexé pour ci, tel responsable est indexé pour ça. Il y a toujours une possibilité de savoir. Le journal émergent, ça parlait des ministères. Ben, ce serait quand même... Et donc en citant par exemple les actes de corruption au ministère de l'Éducation de base, oui, ou au ministère des Affaires sociales, on voit très bien qui sont ceux qui se trouvent à la tête de ce département ministériel. Oui, moi je voudrais dire que la CONAC n'est ni une juridiction, ni un degré de juridiction. Et elle ne saurait en aucun cas se substituer à la justice, qui a le privilège et le droit de pouvoir dire que telle personne a détourné les fonds dans le cadre d'un jugement définitif. D'ailleurs, souvenez-vous que même dans le cadre justement de la procédure pénale, tant qu'il n'y a pas un jugement définitif, vous êtes toujours dans la capacité de vous défendre en appel ou je ne sais pas par quelle autre procédure. Donc ce serait quand même ahurissant de penser que la CONAC doive indexer des Camerounais comme ça. Mais par le passé, quelques personnalités ont été indexées. C'est arrivé et réjouissez-vous donc de cette nouvelle orientation du rapport de la CONAC. Et moi je voudrais quand même, avant de sortir de mon propos, parler également de la question du recouvrement. Parce que Maître Charles Tchunga a semblé dire que la CONAC ne permet pas de recouvrement. Oui, il a raison. La CONAC n'a pas pour vocation, n'est-ce pas, de faire recouvrer des fonds. La CONAC n'est pas une institution de recouvrement de fonds. Mais les actions de la CONAC permettent à l'État de recouvrer des fonds. Et je voudrais prendre quelques exemples sur le rapport justement qui est sur la table. Il y a, si vous le parcourez, vous allez voir que dans les industries brassicoles, dans des sociétés de téléphonie mobile, également dans l'établissement des microfinances et autres, sur la base des investigations de la CONAC, le président de la Commission nationale anticorruption a saisi le ministre des Finances, par exemple, qui a donc recouvré des fonds et a écrit au président de la CONAC pour lui dire « Nous avons, sur la base de vos enquêtes, recouvré telle somme. » Et ces sommes sont rentrées dans le trésor public. Oui, donc, c'est pas la corruption. Ok, la CONAC n'est pas là pour recouvrer les fonds, mais la CONAC permet de faire recouvrer la corruption. Ça ne sont pas des faits de corruption. Ça dépend, je crois que ce sont des faits de dissimulation, n'est-ce pas, des éléments fiscaux, quoi. Je veux dire que et vous pensez qu'il n'y a pas de corruption? Vous pensez que les gens parviennent comment à dissimuler ça c'est autre chose. La fraude fiscale réussit à passer comment? Mais fondamentalement, on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'actes de corruption, parce qu'il faut qu'on s'entende sur les qualificatifs. J'ai bien noté dans votre rapport de l'année dernière que vous êtes appesanti sur un principe global. Vous avez dit que la corruption au Cameroun, c'est d'abord la tricherie. C'est pas? Bon. Il y aurait lieu de revenir sur ce débat conceptuel. Oui. Parce que la corruption, ce n'est pas que la tricherie. N'est-ce pas? Donc, tout votre raisonnement du rapport, votre rapport, y compris le discours de votre président,
part sur la base de ce que la corruption au Cameroun, c'est la tricherie. Mais je ne veux pas polémiquer sur votre rapport parce que je suis de ceux qui félicitent la CONAC pour mettre à notre disposition déjà un rapport. Il y a beaucoup d'institutions, hein, je parle de la NIF par exemple, on ne voit rien. Hein. Mais là, c'est à mettre à votre crédit. Mais la NIF est citée dans le rapport oui, 2013, puisqu'elle elle a transmis le rapport de ses activités. J'ai vu, mais d'investigation. Justement, Benjamin, effectivement, vous rendez compte le fait d'avoir de ce toutes que ces fait l'Agence structures nationale qui tournent d'investigation autour, financière. le fait d'avoir, avant de revenir à Michel Tungan, le fait d'avoir toutes ces institutions, tous ces organes, la NIF, la CONAC, la Chambre des comptes, tous ceux-là qui sont tout autour de la lutte contre la corruption, mais qui doivent d'abord adresser un rapport à la présidente de la République ou rendre compte de leurs activités. Est-ce que cela ne trahit pas le fait que ces institutions ont les pieds et mains liés et que la lutte contre la corruption s'avère encore... Moi, je n'ai pas connaissance des textes qui régissent le fonctionnement des autres organismes que vous citez, mais je puisse vous dire que pour le cas de la CONAC, fort de l'article 24 alinéa 3 du décret qui crée l'institution et les fait fonctionner, eh bien la CONAC élabore un rapport à la haute attention du président de la République et le même article précise que le rapport est rendu public. Donc que le rapport soit élaboré à l'intention du président de la République, ok, mais le public a le droit de savoir ce qui se passe. Et c'est pour ça que le rapport est justement rendu public. Donc en quoi est-ce que ça pourrait... Et cela peut prendre 2 ans. M. Charles Tungan, avant qu'on joue. Oui, moi je voulais faire 3 observations. La première, c'est que en matière de répression, quand il y a un long délai entre la faute et la sanction, ça finit dans l'oubli. Or, l'on observe que de plus en plus, vos rapports s'éloignent du factuel. Vous savez, quand, alors qu'on construisait la route, la fameuse route dont j'ai parlé tout à l'heure, et que vous avez fait une descente, et que vous avez, n'est-ce pas, déclenché l'alerte, c'est là qu'il fallait sanctionner. C'est là qu'il fallait déclencher des poursuites. Il nous semble que les sanctions ont été, été prises par qui de droit. Les principaux sont où? Ils sont à l'étranger. Hein, ils ont eu le temps de quitter le pays, aller s'installer dans le pays étranger. Il y en a même qui a même le statut de réfugié. Donc c'est pas ça le problème. Ça c'est la première observation que je voulais faire. La seconde observation que je voulais faire, parce que je connais bien le professeur Luka, votre président, etc., c'est que parfois, même lorsque la CONAC est elle-même en difficulté, je prends le cas du dossier Sabis, que vous connaissez, où on a imité la signature de votre président pour faire mettre en faillite une société d'assurance, il y a un Camerounais, diplomate de son État, qui travaille à la commission, qui est allé soutenir la fausse lettre du président de la CONAC pour faire disparaître une société. Il n'y a eu aucune conséquence. 400 emplois, n'est-ce pas, sont tombés à l'eau parce qu'on n'a pas tiré les conséquences de la falsification de la signature d'une lettre faussement attribuée au président de la CONAC. La troisième observation que je voulais faire, c'est que l'article 66 est dépassé. C'est dépassé. 96, là, c'est loin. L'article 66 ne règle et ne réglera aucun problème. Ce qu'il nous faut au Cameroun, c'est une loi contre l'enrichissement illicite. C'est le président de la République, vous vous souvenez de cette interview? Un peu comme cela se fait au Sénégal. Vous vous souvenez de cette interview que le chef de l'État avait accordée à Eric Tchindjé, où il lui disait, on doit pouvoir savoir, M. Tchindjé, que si vous gagnez 300 ou 400 000 francs et que vous avez une résidence qui coûte 5 milliards, on doit pouvoir vous interroger sur l'origine, n'est-ce pas, de votre fortune. Et il n'y a pas que le Cameroun. Le Cameroun n'est pas en dehors du monde. Au Sénégal, il y a l'obligation de la déclaration des biens quand vous entrez en fonction. Et l'actuel président Macky Sall l'a fait. Il a été interrogé parce que derrière, il y a un comité qui vous interroge pour vérifier que votre déclaration elle est exacte. Mais aussi, il y a l'autre loi qui dit que si on observe dans votre compte, vous avez 10, 15, 16 milliards, on vous somme, on vous donne un délai pour justifier de l'origine de vos fonds. C'est pour ça que le fils Wad est en détention, parce qu'il n'a pas réussi à justifier d'où venait tout cet argent. Donc, par conséquent, quand vous voyez un fonctionnaire, vous voyez un ministre, moi ça ne m'offusque pas, par exemple, de voir M. James Onogiono, n'est-ce pas, avoir une suite à l'année au Hilton. C'est un privé. Il fait de son argent ce qu'il veut. Mais quand vous regardez le parc automobile, quand vous regardez le parc immobilier, quand vous regardez les comptes listés, traqués, parce que nous avons maintenant des fiches, quand des pays amis nous disent
que tel national a telle somme dans tel compte bancaire et que l'État ne réagit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cas emblématiques de corruption et de détournement de fonds ne sont pas traqués. Parce que si on commençait par par les les masses importantes qui sont détournées, à ce moment-là, regardez les projets Prébab, le projet de la banane plantaine là. Quand vous entendez les sommes qui ont disparu, on se demande dans quel pays on vit. Très bien. Paul-Joël Kachan. Voilà, je voudrais revenir sur certains aspects, notamment ceux que Maître Tchunga a évoqués tantôt, parlant du renforcement juridique de la CONAC. Il se trouve que dans le rapport de Global Integrity, qui est une ONG américaine qui travaille sur les intégrités en Afrique, les États en Afrique, il se trouve que le Cameroun, le problème qui a été posé sur la table des experts au niveau international était au niveau de l'indépendance de la CONAC. Parce que eux, ils ne comprenaient pas qu'une structure, dit-elle indépendante, doit transmettre son rapport à la présidence de la République, qui parfois doit donner son OK avant que ce rapport ne soit publié. Or, les rapports 2014-2015 de cette organisation ont abouti à la conclusion selon laquelle ces rapports pouvaient être manipulés en haut lieu, et donc que le politique à son niveau pouvait choisir qui enlever de ce rapport et qui laisser en fonction des enjeux et en fonction des intérêts. Et ceci rejoint notamment Maître Tchunga qui disait qu'il fallait vraiment que la CONAC soit indépendante pour travailler. Parce que lorsque vous prenez les textes qui régissent le fonctionnement de la CONAC, et je crois que Benjamin Fouda-Ifa a cité certains articles, il ressort clairement que le rapport entre le président, entre la présidence de la République et de la CONAC, et puis on sait que de façon institutionnelle, la CONAC dépend de la présidente, ça édulcore un tout petit peu son indépendance. Et donc, ça remet en cause la fiabilité de certains résultats. Vous vous souvenez notamment que le rapport 2013, il y a eu un sérieux problème de certaines personnalités qui avaient été indexées et dont la presse a eu dit que ce rapport a été bloqué parce qu'il fallait qu'on demande à la CONAC de revoir. Et donc, ça revient à ce que M. Tchunga disait, qu'il y a certains noms qui ont été enlevés et des actes. Et on a écrit, et c'est juste par un certain nombre de faisceaux d'indices qu'il faudrait un peu continuer à suivre pour voir à qui est-ce qu'on fait allusion. Donc, il me semble que lorsque vous prenez, par exemple, la même agence au niveau du Gabon, juste à côté, même si son indépendance n'est pas entière, son indépendance dans les textes permet quand même à la CONAC, à l'agence chargée de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Gabon, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, d'être quand même indépendant. Et à chaque fois qu'ils doivent publier le rapport, ils n'ont toujours pas recours à la présidence de la République qui peut à chaque moment leur dire quand est-ce qu'il faut publier et sous quelle forme est-ce qu'il faudra le faire. Et puis vous allez bien remarquer que de hautes personnalités sont souvent indexées dans ce rapport et la présidence de la République du Gabon reste carrément bouche bée parce que elle espère que son agence est indépendante et peut travailler en toute lucidité. Tout à fait. Alors, Eric Fernand, la lutte contre la corruption, finalement, au Cameroun, comment vous l'appréciez? Le chemin semble encore assez long. Que faut-il faire? Est-ce que le phénomène, ou est-ce que le fléau peut être endigué? Est-ce que le fléau peut être endigué? C'est une grosse question qui, ma foi, m'amène aujourd'hui à dire qu'il est peut-être grand temps de faire ce qu'on pourrait appeler une espèce d'état généraux des outils de lutte contre la corruption au Cameroun. Parce qu'évidemment, voyez-vous, le Cameroun dispose des instruments, la CONAC, la NIF, le contrôle supérieur de l'État, etc., qui produisent des rapports régulièrement. Mais que fait-on de ces rapports? Ensuite, la lutte contre la corruption aujourd'hui au Cameroun est un problème à la fois systémique et structurel. Je m'explique. Lorsque vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui pour avoir les hôpitaux publics, pour avoir accès à certains types de santé ou à des médecins, c'est connu, c'est une pratique qui évolue au vu et au su de tout le monde, mais qui malheureusement ne semble émouvoir personne. Sous d'autres cieux, lorsqu'un rapport d'une institution à la trame de la Commission nationale anticorruption est publié, on peut s'attendre à un bouleversement et à des actions fortes de la classe dirigeante. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans notre contexte social, dans notre contexte politique aujourd'hui, à ce que, à la suite
de ce rapport qui a été produit par la CONAC qu'il y ait des actions fortes allant dans le sens de l'interpellation, allant dans le sens de la sensibilisation même de la population, de l'éducation même de la masse sur les actes de corruption. Tout à l'heure, on parlait de 2700 dénonciations. Oui, à peu près 2800 dénonciations. De mon point de vue, c'est peu dans un pays comme le nôtre. Je vous le dis, je me demande même parfois si réellement la Commission nationale anticorruption, peut-être que Benjamin nous le dira tout à l'heure, dispose des moyens efficaces pour pouvoir mener à bien ces actions. Il m'est arrivé quelquefois d'échanger avec des personnes qui ont appelé le numéro vert pour dénoncer des cas de corruption et autres, mais qui malheureusement n'ont pas eu droit à une intervention prompte. Donc c'est dire que la lutte contre la corruption aujourd'hui au Cameroun doit évidemment s'inspirer d'autres modèles, notamment le modèle de l'éducation en renforçant justement le volet éducatif, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants, les jeunes, etc., de toutes les classes sociales soient édifiés sur la procédure à suivre aujourd'hui et soient mieux édifiés sur l'approche et évidemment sur pour ce qui est de la gestion des mœurs dans notre pays. Éric Fernand, je voudrais réagir à votre propos en ce qui concerne ce que vous appelez prompte réaction de la part de la CONAC. Vous avez été avec des gens. Bon, d'abord, il n'y a pas de numéro vert parce que la CONAC n'a pas encore pu mettre sur pied un numéro vert. Donc, il y a un numéro. Non, il n'y a pas de numéro vert. Il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez joindre un standard de routine, comme dans toutes les structures. Parfois pas. Mais numéro vert, il n'y a pas de numéro vert où vous pouvez appeler gratuitement. De toutes les façons, il y a un numéro mais la CONAC souhaite qu'on parvienne, qu'on arrive justement à mettre sur pied un numéro vert et elle essaie de se donner les moyens pour cela. Ce que je voudrais dire, je voudrais raconter vraiment une expérience. En quittant mon bureau de Yaoundé en début de semaine, j'ai vu un cadre qui travaille à la division des investigations venir au bureau avec un monsieur qui travaille au ministère des Finances. Ils sont arrivés et il nous a informé que ce monsieur venait donc d'être interpellé par les éléments de la police judiciaire à la réquisition de la Commission nationale anticorruption parce qu'au ministère des Finances, il s'amusait à demander qu'on lui reverse 15% à une femme qui voulait percevoir des frais de ses avancements. C'était à pratiquement 6 millions, il exigeait 6 millions. Ça vous étonne? Il a même demandé à cette femme, il a demandé à cette femme de signer un chèque à blanc que lui-même il allait remplir. La CONAC a tendu un stratagème à cette personne et elle a été interpellée au moment où je vous parle. Elle est déférée et mise sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Koningui. Ça, c'est un exemple sur 1000. Mais ça peut être c'est juste pour vous dire quoi, que nous vivons ce genre de choses au quotidien. Au quotidien. Donc, quand Éric Fernand dit, des gens ont appelé et n'ont pas eu de suite, peut-être que la CONAC peut faire mieux. Peut-être qu'elle n'a pas des moyens suffisants pour faire recensement. Mais ce que je puisse vous dire, c'est que des cas comme celui-là, on les vit au quotidien. Il y a des personnes qui contactent la CONAC, qui ont des soucis de corruption sur le terrain. La CONAC intervient et une suite est donnée. Ce dossier-là, la CONAC allait jusqu'au bout, jusqu'à demander qu'on débloque le paiement qui donc a été programmé selon les responsables pour le mois qui vient. Donc, M. Chalchungan, si vous êtes coincé, saisissez la CONAC, elle va vous aider. Donc, alors, on sera quand même tenté de s'interroger, Benjamin, avant de sortir de ce sujet. On a envie de se demander des rapports et après. Qu'est-ce qui se passe? Des rapports et après. Le rôle de la CONAC, c'est d'une part des activités de prévention, n'est-ce pas, et de communication en matière de lutte contre la corruption. Il y a également une division des études et de la coopération, donc la coopération, et il y a une division des investigations. Celle-là, elle travaille pour la collecte des preuves. Ne demandez pas à la CONAC
par exemple, d'aller prendre ces gens et de les faire juger. C'est pas son rôle. Donc, chaque institution, Elle se limite chaque simplement à institution a un rôle dans le puzzle. Et le rôle de la CONAC, c'est limité à ce qu'elle peut faire et ce qu'elle doit faire. Maintenant, il appartient aux autres de s'approprier le rapport de la CONAC et d'agir de manière subséquente. Très bien. Je crois qu'il faut- On va sortir de... Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'en fait, vous n'avez pas les moyens. Mais, maître, Et je vais prendre un seul exemple pour montrer qu'à un moment donné, Il a dit maître. on arrive même à vous intimider. Pas de moyens. Puisque la CONAC elle-même a fait l'objet d'un contrôle d'une autre structure. Donc il va falloir régler ce type de choses. mais c'est normal. On a mis en difficulté. Mais c'est normal, maître Charles Tchunga. Le texte qui crée la CONAC dit que les fonds dont bénéficie l'institution sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Ce sont les fonds publics. Comment pouvez-vous penser qu'on ne puisse pas contrôler la CONAC? Pour la CONAC, c'est pas un Mais problème on a, d'être contrôlé. on a eu du mal à avoir la rémunération. Et en fait, c'est dans ce pays, en fait, il faut savoir. Mais Benjamin, il faut sortir, Donne-moi là. une petite seconde pour dire qu'au Cameroun, des gens prennent toujours le contrôle mal. Et pourtant, le contrôle ou l'évaluation, ce sont des instruments qui permettent à des gestionnaires de mieux se recadrer et de poser de meilleures, de fonctionner de manière optimale. Non, on ne prend Donc, pas le mal. contrôle ne peut Non, pas non, être un le problème. contrôle n'est pas mal pris au Cameroun, c'est la façon avec laquelle le contrôle contrôle est se fait. mené Très bien. qu'on prend mal. Alors, je vous propose, très chers messieurs, d'évoquer une autre thématique de cette édition de droit de réponse. Et nous allons nous interroger à la carte de presse. Alors, avec vous, justement, Paul Joël Capchan, la presse, comment appréciez-vous ses positions sur ce sujet qui la concerne elle-même? Écoutez, vous parlez bien de la carte de presse. Je crois que la position du SNJC que je représente sur ce plateau est claire depuis le mois de juillet. C'est qu'aucun journaliste sérieux ne devrait prétendre à la carte de presse. Et pourquoi? Le mot d'ordre reste le même, que les journalistes ne demandent pas de carte de presse tant que certains préalables ne sont pas atteints. Alors, au rang de ces préalables, on estime que la carte de presse ne résout aucun problème à l'heure actuelle. Parlant du problème des journalistes. Les problèmes des journalistes, c'est l'application de la convention collective qui est d'actualité, qui a été signée depuis le 2008 et qui n'est pas mise en œuvre par certains directeurs de publication. Alors, on suppose que là... La carte de presse n'est-elle pas importante? Est-ce que ce n'est pas un document nécessaire pour les journalistes? Écoute, telle que la carte de presse, celle du Cameroun nous a été présentée par la commission Tchunke, a été faite, il nous semble que pour l'heure, cette carte ne résout aucun problème. Accorder des avantages à un journaliste qui doit payer par exemple 35% lorsqu'il va à Yaoundé travailler pour ne pas accéder à une source d'information au ministère de l'économie par exemple, vous voyez tout de suite que cette carte ne sert à rien. Dit qu'avec Orange, pourquoi pas avec Amtel, on devrait accorder certaines réductions aux journalistes. On oublie là, j'ai l'impression que la commission oublie ou alors feint d'ignorer qu'en fait, c'est l'organe de presse ou alors l'entreprise de presse qui met le journaliste en mission et non le journaliste lui-même. Parce que dans le contexte du Cameroun, la situation socio-économique du journaliste pose un certain nombre de problèmes à cause de la confusion qui règne dans le paysage médiatique. Alors, si M. Tchunko et sa commission nous disent que pour exercer au Cameroun, il faut avoir une carte de presse, ce qui n'est inscrit dans aucune loi, ni le code du travail, encore moins la loi sur la communication sociale, ça nous pose un problème. Et à cela, donc, nous devons aussi opposer que tant qu'une entreprise de presse ne fonctionne pas selon les règles, alors on va demander au Premier ministre de la fermer également. Moi, je crois que ce débat autour de la carte de presse est un faux débat. On vient d'avoir l'illustration. Il y a une confusion. Il y a une confusion entre le sort des entreprises de presse et des journalistes et la problématique de la carte de presse. Le débat de fond que pour la carte de presse, c'est de savoir, depuis 1990, avec cette loi liberticide par rapport à la presse. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il suffit d'avoir 350 000 francs et on sort son journal. N'est-ce pas? Même si vous ne savez pas écrire, même si vous ne savez pas reproduire, il suffit d'aller payer l'imprimeur, il vous sort votre journal, vous vendez la criée, et personne ne vient vous chercher querelle. La question qui est posée, est-ce que les journalistes, ce secteur qui est un secteur d'activité extrêmement sensible, on dit que c'est le quatrième pouvoir, est-ce qu'ils sont prêts à sortir de l'informel, parce qu'il s'agit de cela, pour entrer dans une économie structurée et formelle? C'est le débat. Et le curseur qui permet de passer de l'informel au formel, c'est la carte de presse.
La carte de presse, ce n'est pas un truc pour des avantages. Les avantages sont venus après. Quand la France a instauré la carte de presse en 1935, il ne s'agissait pas d'avoir des avantages. Parce qu'en France, aujourd'hui, ils ont des avantages fiscaux. Hein. Ils ont des réductions sur leurs impôts, etc. Ils entrent dans les musées gratuitement. Dès lors qu'il y a un salon quelque part, dès que vous avez votre carte de presse, vous entrez. Je voulais dire qu'il faut être clair. Lorsque l'État vous donne l'autonomie de la gestion de votre secteur, et vous dites non, ça ne vous intéresse pas, parce que c'est X qui est à la tête ou c'est Y qui est à l'intérieur. C'est le débat que nous avons au Cameroun. Trop personnaliser les débats dans ce pays, faire en sorte qu'on n'avance pas. Prenez cet instrument que l'État vous a donné, avant la carte de la presse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, on se levait. Moi, je vous ai beaucoup défendu depuis 20 ans pour savoir de quoi je parle. On vous a arrêté. Alors, on vous mettait à Nubel. Je ne pense pas qu'avec une carte de presse, si les Ndjawé, les Tchunke, les Moussa, ils ne seraient pas là à Nubel. Si à l'époque, ce document existait. Non, maître, est-ce que la carte de presse dépénalise? C'est la crainte que j'ai, que c'est maître qui sème la Ce n'est pas parce qu'on a une avec le problème de on ne revient pas là-dessus. On ne peut pas répondre des actes que l'on pose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut qu'on sache qui est journaliste et qui n'est pas. Et c'est un débat fondamental. Sauf dans ce pays, il y a une confusion générale entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les communicateurs, comme mon copanéliste. Parce que lui, il va dire la qualité de journaliste. Vous n'êtes plus journaliste. À partir du moment où vous êtes employé d'une structure et vous communiquez sur la structure, vous n'avez plus droit à la carte de presse. Charles Djunga, ne parlez pas des journalistes. Laurent Ferrari, c'est ma profession. En 2008, je ne pense pas que Laurent Ferrari, qui est une journaliste bien connue, on lui a refusé le renouvellement de sa carte de presse parce qu'il faisait une émission comme un agent de communication à la télé. On lui a refusé. Ça a d'ailleurs créé un tollé en France autour de cela. Et donc, elle est revenue aux fondamentaux. Les gens qui veulent vivre dans un pays sans règles, ce sont des anarchistes. Sauf que vous oubliez qu'en France, tous les journalistes n'ont pas besoin de la carte de presse. Benjamin Fouda et Favre. Pour Maître Charles Djunga, vraiment, je voudrais dire déjà à Maître Charles Djunga que c'est pas le lieu d'ailleurs, c'est pas sur ce plateau qu'on va me retirer ma qualité de journaliste. Et encore moins, c'est pas vous, mais vous avez choisi qui allez décider que vous avez choisi. Est-ce que le fait que je sois allé travailler dans le cadre de la communication m'empêche de savoir répondre aussi aux questions de référence? Savez-vous de quoi je parle? Quand je parle de ces questions de référence, je n'oublierai jamais, monsieur, comment est-ce qu'on écrit un reportage. Je n'ai jamais oublié de savoir comment est-ce qu'on fait un compte rendu, comment on présente un journal. Il ne s'agit pas de cela. Donc c'est un faux débat que vous essayez d'entretenir. Ce n'est pas un faux débat, nous avons eu ce débat. À ce moment où vous n'êtes pas journaliste, j'estime que vous êtes en train d'essayer de faire je sais pas, je ne veux pas vous qualifier, mais j'estime que là, vous êtes en train de avons pris le même débat au barreau pour calmer. Ben, ça, c'est le barreau. Ça, c'est le barreau. Ayez votre débat au barreau. Là, je parle en tant que journaliste. Lorsque M. Moutomé a été nommé membre du gouvernement, alors, M. Charles, permettons tout de même à Benjamin d'avancer. Donc, je ne reviendrai pas sur mon exclusion présumée en tant que communicateur de la profession de journaliste par M. Charles Djunga. Il n'a pas des possibilités de m'exclure, M. Charles. Donc, je voudrais répondre au journaliste, à mon frère Paul Joël, qui disait à quoi ça sert d'avoir une carte de presse pour aller couvrir une cérémonie à Yaoundé et ne pas avoir accès à l'information au ministère de l'économie, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il pose là le problème de l'accès aux sources d'information. Est-ce que l'accès aux sources d'information doit être lié au fait que vous ayez la carte de presse ou pas? Est-ce que l'accès aux sources d'information doit vous être tout à fait défriché par une institution? Il me semble que l'accès aux sources d'information relève de la crédibilité et de la confiance que ceux qui détiennent l'information ont envers vous. En tant que journaliste, je pense que si vous avez des bons rapports avec vos sources d'information, les gens savent que lorsque vous traitez l'information, il y a une certaine crédibilité, eh bien, on ne peut pas vous refuser d'accéder à l'information. Et en même temps qu'on ne vous demandera pas votre carte de presse. Mais non, en même temps, on vous demandera. Voilà, donc on n'a pas besoin de carte de presse. Parce que d'ailleurs, les meilleures informations ne s'obtiennent pas comme ça. Voilà. Je pense que des gens ont des rapports avec des gens bien placés et qui ont confiance en eux. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir accès à l'information. Donc pour moi, par contre, je voudrais quand même chuter là-dessus, c'est que
moi je suis un défenseur de la carte de presse, même si M. Chachunga ne veut pas que, Mais j'ai pas dit ça. que j'en ai une. Mais j'ai pas dit ça. Moi je suis un défenseur de la carte de presse. J'ai pas dit ça. Malheureusement, la première fois que l'expérience a été faite, je travaillais d'ailleurs encore pour la collecte et le traitement de l'information au quotidien, les premières personnes à avoir accès à la carte de presse n'étaient malheureusement pas les journalistes les plus reconnus, les plus sérieux, les plus crédibles. Ce sont toujours ces journalistes que l'on dénonce souvent à la rue Mermoz ou Hilton à Yaoundé. Eh bien, la plupart de ces journalistes-là qui ont d'abord eu accès à la carte de presse. J'espère qu'avec M. Tchunke, d'ailleurs, que je félicite pour sa présence à la tête de la commission, parce que c'est un professionnel reconnu, on ne peut pas douter de sa capacité à travailler dans le cadre de l'assainissement du processus de délivrance de la carte de presse, eh bien, je pense qu'avec sa présence, peut-être des choses pourraient évoluer d'une autre... Alors, Eric, juste un instant. Alors, Eric, comment ce serait peut-être attendu que les journalistes soient totalement d'accord lorsqu'on parle de carte de presse? Oui. Alors, à suivre les dénonciations ou les suspicions qu'il y a tout autour de cette expression carte de presse, comment il est possible donc de comprendre le travail des journalistes? Parce qu'en fait, le débat sur la carte de presse aujourd'hui est faussé. Est faussé. Il faut sortir du champ de la personnalisation. Je le dis avec force et conviction, du haut de ma posture de journaliste, il faut porter le débat vers les cimes de la notion de l'identité. Qui est journaliste aujourd'hui au Cameroun? Peut-on aujourd'hui être membre du barreau du Cameroun si on n'est pas avocat? Mais non, ce n'est pas possible. Alors, d'où vient-il que nous soyons dans une république où, évidemment, sous le prétexte fallacieux du caractère libéral d'une profession, on accepte ou permet que tout le monde y entre, même lorsque la porte est fermée, même par le trou, la serrure d'une porte. Ce n'est pas possible du tout. Alors, il faut poser des problèmes de fond et je pense que la carte de presse, aujourd'hui, au Cameroun, est un instrument qui permettra évidemment déjà d'avoir un document de base pour savoir réellement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Maintenant, je suis journaliste, par ailleurs membre du syndicat national des journalistes du Cameroun, même si je n'ai pas encore une carte, je ferme la parenthèse. Et comment vous réclamez être membre alors que vous n'avez pas de carte? C'est encore autre chose. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que j'ai payé une contribution et je ne sais pas ce qu'est devenu ma contribution. Vous n'êtes pas rapproché du syndicat pour voir votre carte? Vous avez en tout cas, c'est une parenthèse. Je veux simplement dire que il faut aujourd'hui recentrer le débat. Il ne faut pas tuer la vocation. De nombreux jeunes nous écoutent aujourd'hui et qui rêvent de faire carrière dans ce métier, comme nous l'avons fait. J'ai fait des études en journalisme, Benjamin Fouda, IFA et bien d'autres aînés. Nous ne permettrons pas justement que ce débat soit faussé. La carte de presse est un outil qui permettra d'assainir. Et c'était d'ailleurs l'une des résolutions des États généraux de la communication qui se sont tenus à Yaoundé. Alors, je suis également que lors de ces États généraux de la communication, la définition du statut de journaliste a fait couler beaucoup d'encre. Oui, mais même si la définition n'est peut-être pas unanime, parce qu'évidemment, c'est une définition élastique dans notre contexte qui est voulu. Il faut comprendre aujourd'hui que la définition, vous n'allez pas réinventer la profession de journaliste. Permettez que j'aille jusqu'au bout, de ma pensée. Un journaliste au Cameroun, toute personne qui est impliquée dans le processus de collecte, de traitement et de diffusion de l'information et qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Alors, si vous estimez aujourd'hui que le journalisme est devenu un sacerdoce et que vous mutez, c'est-à-dire que vous allez servir comme communicateur dans les organes, laissez-nous dans notre métier de travail. C'est une parenthèse. Vous avez oublié ensuite, dans votre définition, il faut dire que dans votre définition, vous avez oublié sur la base de sa formation ou de ses diplômes. Et qui vit Il faut permettre à Eric de terminer. Allez-y. Ensuite, il faut dire que je suis quelque peu surpris et à la fois déçu par la connotation que prend ce débat. Je n'aurais pas voulu faire cette sortie sur le plateau d'Equinox Télévision parce que c'est évidemment
la chaîne de mon employeur, qui est par ailleurs le président de cette commission. J'aurais voulu le dire ailleurs, pour dire qu'il faut taire des querelles qui ne font pas, pour dire qu'il faut taire des querelles qui ne font pas avancer la profession. Il est question aujourd'hui de définir le statut du journaliste. Qui est journaliste au Cameroun? Et la carte de presse, de mon point de vue, est un élément salvateur que nous devons accompagner pour permettre déjà d'avoir une feuille de route, d'avoir une cartographie, même d'avoir un registre bien précis des journalistes. Et ensuite, la loi étant essentiellement évolutive, à ce moment, nous comprendrons que, bien entendu, qu'on intègre d'autres facteurs du fait de la conjoncture, qu'on prenne en compte d'autres facteurs, mais qui se fassent de façon unanime. Et donc, tout le monde devra être d'accord pour le jouer. Sauf que vous dites qu'on personnalise le débat. Je ne vois pas en quoi le débat est personnalisé. Au niveau du syndicat, nous avons à la fois une posture syndicale et une posture professionnelle. Alors, la carte de presse, oui, mais nous voulons les préalables. On a parlé de l'accès aux sources d'information. Vous-même, vous avez pu, et on s'est entendu. Vous voulez que je vous donne quelques évidences? Vous permettez que j'aille au bout de ma logique, M. Kwamo. Vous permettez que j'aille au bout de ma logique. Notre forum, je dis notre forum. Nous sommes bien sur le plateau de 237 et non sur le forum. Les débats du forum, on va continuer dans le forum. Pour l'instant, parlons du plateau, M. Kwamo. Ce sont des notions élémentaires. C'est vous qui personnalisez le débat. Nous, on dit ceci au syndicat, que nous avons une posture à la fois syndicale et professionnelle. Alors, vous n'allez pas dicter aux gens comment ils doivent se comporter, puisque quand vous parlez, on ne vous donne pas la conduite à tenir. Alors, on continue à dire que la carte de presse, oui, mais des préalables d'abord. J'attendais qu'on parle de la convention collective des journalistes. Personne autour de ce plateau n'a évoqué. À quoi bon avoir une carte de professionnelle si la convention collective n'est pas appliquée? Or, ne perdons pas de vue que la convention collective, et tenez-vous tranquille, c'est le dernier débat du syndicat sur la carte de presse. Nous allons monter d'un cran dès demain pour parler de la convention collective, parce qu'on estime que le débat sur la carte de presse est dépassé. Maintenant, avec les patrons de presse, nous allons parler de la convention collective qui va justement résoudre environ 90% des problèmes de la presse, dont l'assainissement. Et donc votre syndicat ne dit pas non à la carte de presse? Nous ne disons pas non à la carte de presse. Mais alors les préalables que nous avons, ce qui fait problème pour nous, nous avons à la fois et les préalables pour l'obtention de cette carte de presse. Nous souhaitons la mise sur pied d'une commission paritaire, comme ça se passe partout ailleurs, où les journalistes vont désormais prendre conscience de leur situation et participer justement de façon centrale à assainir le milieu auquel vous faites allusion. Voilà les préalables que nous posons sur la table. Vous parlez de personnaliser. Je ne vois pas en quoi le débat est personnalisé. Le débat se pose en ce moment, qu'on le veuille ou pas. Moi, je voulais vous faire trois observations. La première, c'est que je ne comprends pas cette histoire de préalable. Ça, ce sont des techniques de négociation qui ressemblent un peu au chantage. C'est un peu comme quelqu'un qui vient me voir, il me dit qu'il veut être avocat stagiaire, et il me dit d'abord que bon, il faut que je lui fasse son contrat de travail avant qu'il n'aille passer l'examen. C'est un peu ça, quoi. Je veux dire qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas inverser. Non. Nous avons. Je ne vous ai pas interrompu, juste aimé pour me laisser élaborer. Donc la question syndicale, elle est importante. C'est pas moi qui vais être contre vos revendications syndicales. L'application de la convention collective, c'est une relation entre le salarié et son employeur, que je sache. La carte de presse, c'est une question régalienne qui identifie ceux qui peuvent éventuellement venir vous accompagner à la revendication de l'application de la convention collective. Elle est préalable. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'auriez même pas dû avoir de membres sans carte de presse. Dans un système normal. La carte de presse, elle est pour moi préalable. La deuxième chose que je voulais dire, pour rassurer mon ami Fouda, pour lui dire qu'il ne s'agissait pas d'une attaque pro domio. Ce que je voulais expliquer, bon, il se trouve que tu te trouves dans cette posture aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais prendre un autre exemple pour ne pas t'offusquer. C'est l'exemple de mon ami, le directeur adjoint du cabinet civil. Vous savez que c'est un collègue journaliste émérite, et que le président de la République a fait venir auprès de lui pour s'assurer, n'est-ce pas, du contrôle du secteur et de la communication de la présidente de la République. Pour autant, là où il est aujourd'hui, il n'est plus journaliste. Il est peut-être en, comment on dit ça, en retrait? Non, pas en retrait. Hein. Il est en disponibilité. Si demain il quitte ses fonctions officielles, là je sais qu'il reste là le plus longtemps possible. Que devient sa profession alors seulement?
Mais tant qu'il exerce... Non, je parle de profession, pas de fonction. Que devient la profession de monsieur Il demeure. Joseph Lé? Il demeure. Parce que c'est lui que vous parlez. Mais je dis qu'il demeure journaliste. Alors, Non, je dis qu'il demeure journaliste. je comprends pas très bien. Mais Finalement, vous nous menez. mais il ne peut pas exercer. Vous savez qu'en droit, on distingue que, la capacité d'agir et la capacité d'exercer. Votre capacité journalistique n'est pas mise en cause. C'est qu'en fait, pendant qu'il est là-bas, c'est Anderson Lee, pendant qu'il est le communicateur officiel régalien du chef de l'État, n'est-ce pas? Il n'est pas normal qu'il soit en compétition avec les mutations, messager, qu'il ouvre un journal commercial. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question d'incompatibilité. Parce que je crois que je me suis fait m'entendre au départ. Il s'agit d'une question d'incompatibilité fonctionnelle. Mais si demain, il n'est plus là-bas, il peut réintégrer la CRTV, il peut réintégrer Cameroun Tribune, etc. Et je souhaiterais, pour finir, vraiment, parce que la confusion des gens, c'est pas bon. Le syndicat a une fonction. Moi, ce qui m'embête chez vous, c'est que vous dites que vous avez une double posture. Que votre posture est mélangée de syndicalisme et de préalable. Or, le préalable ne concerne pas... Le syndicat a une mission, c'est de se battre pour la défense des intérêts des travailleurs du secteur qu'ils représentent. Donc, utilisez la carte de presse comme un prétexte pour forcer vos patrons à remplir leurs obligations de convention collective. Ce n'est pas bon, parce que vous faites une confusion d'entre les deux. Donc, par avoir de conséquents, bon, c'est vrai que j'ai lu quelques titres ici et là qui étaient très ad hominem, mais je dis, bon, ça c'est le propre d'un système qui se construit. Nous sommes un pays qui est en train de se construire dans la démocratie. Et dans cette construction, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Et notre fonction... Ça fait aussi partie de la démocratie. Mais... Notre fonction tribunicienne, c'est d'éclairer les débats, c'est d'indiquer les lignes de partage entre les différents secteurs et d'éviter la confusion. Ostensiblement, je ne vois pas la relation institutionnelle qui est entre la carte de presse et vos revendications. C'est normal que vous ne voyez pas. Tout à l'heure, vous n'êtes pas journaliste, vous ne pouvez pas voir. Paul Joël, s'il vous plaît. Tout à l'heure, Maître Charles Tchongan estimait que le syndicat surfe un peu et tente de partir ou bien d'avoir pour prétexte la carte de presse pour forcer un peu la main au patron. Est-ce que l'occasion ne fait pas le larron, finalement, dans divers organes de presse pour que les journalistes se sentent un peu mieux, voient un peu leurs conditions de travail être améliorées? Écoutez, je ne suis pas sur ce plateau pour faire le procès du SNJC. Je suis sur ce plateau dans ma posture de journaliste pour donner mon point de vue sur un débat. Ça, on l'a bien retenu. Alors, pour revenir à votre question, n'est-ce pas de l'opportunisme? Sinon, comment comprendre le silence du SNJC? La convention collective date de quand? Elle ne date pas de 2015, à ce que je sache. Les résolutions contenues dans la convention collective pour lesquelles je suis pour l'application ne datent pas de 2015. Pourquoi est-ce que c'est en 2015 que le syndicat national des journalistes du Cameroun doit s'approprier du débat, comme si on tombait des nues, comme si on découvrait, et comme si, évidemment, dans la corporation, il y avait... comme s'il y avait comment dire, une espèce de débat caméléon ou de posture caméléon. Je dis non, je suis sur ce plateau pour restituer les faits. Et les faits, les voici. La Commission nationale de délivrance de la carte de presse, contrairement à ce que j'ai lu dans ma posture de journaliste, n'a jusqu'ici reçu aucun centime. Et il faut rappeler que lors de sa dernière session, cette commission a édité un projet de budget dans l'ordre de 50 millions de francs CFA. Et il faut évidemment attendre la validation pour pouvoir, je veux dire, implémenter sa feuille de route. Ensuite, je dois dire que la commission... Zéro, hein, vous le dites, mais ensuite, de ma posture de journaliste, je suis pour l'amélioration de mes conditions de travail. Oui, pour l'amélioration. Oui, pour la carte de presse. Non, pas l'amélioration des conditions de vie par la carte de presse. Je ne fais que du journalisme dans ma vie. J'ai fait l'université de Boyard, j'ai fait l'ESTIC, aujourd'hui communication à l'université. Je n'accepterai pas
que des kidams. Permettez l'expression, je suis peut-être cru, mais s'ingère dans une profession sous le prétexte qu'on est dans un métier libéral. Non, il faut assainir le métier et comme la loi est essentiellement... Sauf que je suis au regret de dire que Eric qui se revendique du SNJC, sauf que vous revendiquez du SNJC et vous dites que ce n'est qu'en 2015 que le SNJC s'approprie l'application de la convention collective. Vous perdez... Non, j'ai l'impression que vous qui dites être syndicaliste, vous perdez de vue que le SNJC sort d'une période de crise et qu'à l'issue du congrès du 31 octobre, il y a une nouvelle équipe qui est à pied d'œuvre. Et donc, c'est cette équipe qui est en train de prendre les choses en main. Quand vous parlez d'opportunisme, je ne sais pas de quel opportunisme vous parlez. Nous avons une politique interne qui n'est pas forcément dictée par l'extérieur. Donc, je vous prie de rester bien dans votre posture du SNJC avant de qualifier les actes du SNJC. Non, je ne qualifie pas les actes du SNJC. Ensuite, il y a eu un moment assez important et déterminant dans l'histoire de la presse au Cameroun, appelé les états généraux de la communication. C'est mon point de vue en tant que journaliste. Ça a été une erreur pour le syndicat d'être absent. Parce que le syndicat, vous ne pouvez pas dire que ça a été une erreur. C'est mon point de vue. Je donne mon point de vue. Il y a une politique interne. Je donne mon point de vue. Parce que, évidemment, la présence, je suis convaincu que la présence du SNJC lors de ces travaux aurait contribué à nourrir le débat et à déboucher sur des recommandations encore plus importantes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Benjamin Foudaïf. Oui, juste pour dire qu'en ce qui concerne la convention collective des journalistes, je remarque avec Éric Fernand que ça fait quand même quelques années que la convention est en vigueur et que le syndicat n'a pas, ou les syndicats n'ont pas suffisamment œuvré pour que celle-ci soit mise en œuvre. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée? Est-ce la faute, Paul Joël, si vous permettez, est-ce la faute au syndicat qui n'a pas suffisamment mené des actions pour? Est-ce la faute à ces patrons de presse qui n'ont pas voulu l'appliquer? Est-ce la faute également au pouvoir public qui n'ont pas voulu contraindre les patrons de presse? La faute à tout le monde. Quand je travaille encore dans la collecte et le traitement de l'information au quotidien, je voudrais dire que les patrons de presse avaient des préalables. Eux-mêmes, ils estimaient qu'ils n'avaient pas les moyens d'appliquer la convention collective. Ce qui n'est pas tout à fait faux au regard des charges que comporte donc une telle activité. Et ils demandaient au pouvoir public de lâcher certaines choses, comme par exemple au niveau de la fiscalité et autres, pour permettre quand même, dans le cadre de la convention de Florence, permettre donc aux entreprises de pouvoir se développer. Ces préalables n'ont jamais été lâchés par le pouvoir. Mais c'est là que le rôle des syndicats est donc important. Et c'est là que je dis que les syndicats n'ont pas joué à fond leur rôle. Parce qu'en réalité, c'est tout syndicat qu'il appartient de faire pression pour permettre d'obtenir une chose ou une autre. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Si, avec le débat de la carte de presse, puisque apparemment l'administration et les patrons de presse et puis certains journalistes voudraient effectivement que l'on passe à la carte de presse, ok. Maintenant que tous ces acteurs sont d'accord qu'on ait une carte de presse, peut-être c'est le bon moment également de remettre le débat sur la table. Ça fait partie des techniques de négociation. Une fois qu'on a une telle possibilité. Mais je voudrais quand même que vous me permettiez de dire un mot à mon ami Éric Fernand Kouamouo, qui parlait tout à l'heure de ses confrères Kidam, lui haut de sa posture de journaliste, et pour avoir fait des études de journalisme comme nous autres, eh bien il n'accepterait pas. Mais Éric Fernand, non, tu sais, si on avait raisonné, comme toi depuis le début, je suis d'accord avec toi. J'ai dit donc, si on avait raisonné ainsi depuis le début, on n'aurait pas eu Pius Njawé, on n'aurait pas eu, je ne sais pas, d'autres grands noms qui sont donc des journalistes qui ont montré leur preuve, qui ont fait leur preuve dans ce pays et qui sont des références, qui n'ont pas fait l'école de journalisme. Et il faut faire attention, et ce n'est pas qu'au Cameroun où il y a ce genre de situation, même en Occident, vous avez donc des journalistes qui n'ont pas fait l'école de journalisme, mais qui acceptent de se former de manière continuelle à travers des stages et autres,
au sein de la profession. Alors, ça, Benjamin, ce type de Benjamin, journaliste-là existe Et aussi. pour vous, la carte de presse va permettre de résoudre le problème et de donner la définition exacte qu'il faut finalement au vocable journaliste. Ben, la définition, elle est du domaine du droit. Je crois qu'il y a deux choses qui permettent aujourd'hui d'avoir ça. Il y a un code de déontologie que les journalistes eux-mêmes, Sauf qu'il y a deux pour le moment au Cameroun. Il y a un que le gouvernement Voilà, reste, qui est et une aberration, il parce que disait, voilà. le code de déontologie est le domaine de la profession. Moi, je vais te Mais à partir de cette définition-là, on peut essayer de s'entendre sur qui est journaliste et qui ne l'est pas. Le point d'achoppement, au moment où je suivais ces choses, le point d'achoppement a toujours été sur le fait qu'on veuille dire, sur la base de la formation, des diplômes, ou alors quelqu'un qui a tout simplement travaillé, qui collecte au quotidien et qui vit l'essentiel de ses ressources à partir du journalisme. Il devrait être considéré comme journaliste. Il faut donc trouver le juste milieu Mais je vais vous mettre entre d'accord. ceux qui ont été formés à l'école, Je vais vous- ceux qui n'ont pas été, mais qui travaillent Je vais vous effectivement mettre comme d'accord. journalistes Ce peuvent et qui m'aider. ont un talent. Très bien. C'est Bob Mele que vous connaissez, le fondateur du Monde, qui disait que on n'est pas journaliste parce qu'on est, on est journaliste parce qu'on fait. Donc c'est l'activité en réalité qui détermine le journalisme. Ça c'est le critère fonctionnel. Maintenant le second critère, c'est un critère de revenu. Il faut pouvoir tirer l'essentiel de ces revenus. En France, on a fixé à 50%. L'essentiel de ces revenus du journalisme. Sinon, tout le monde serait journaliste. Hein. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle les éditorialistes. Hein. Chez Mutation, on a vu la liste des éditorialistes. Certains sont professeurs d'université, d'autres sont avocats, mais ils ne sont pas journalistes. Au Monde, vous avez une liste d'éditorialistes, les Badinter, etc., qui font des chroniques pour le Monde lorsqu'il y a une activité particulière. Ceux-là ne peuvent pas être journalistes parce qu'ils vivent d'autres choses. Donc je pense que je suis d'accord avec la réserve que Fouda vient de faire sur le fait que on ne peut pas jeter, n'est-ce pas, l'enfant avec l'eau du bain. L'histoire de la presse au Cameroun, elle est spécifique. Elle est particulière. Moi, j'ai vu grandir la presse dans ce pays. Moi, j'ai connu Diaoué à Bafoussam. Il était... il fait la criée, hein, il vendait son petit journal à la criée. J'ai connu Karimou, là, les Karimou, parce qu'ils étaient tous avec les moussas là-bas, etc. Donc c'était des gens qui en réalité ont aimé ça. Hein. À l'époque d'ailleurs, même Grégoire s'y est essayé. Donc chacun voulait faire quelque chose. Et j'ai vu venir le président de la Commission nationale de la carte de presse, pour la première fois quand il venait faire ses recherches pour sa thèse, nous étions au tribunal militaire dans les affaires Yondobla et autres. Il était jeune étudiant doctorant à la fenêtre et il regardait. Quand il est revenu, il a laissé Sciences Po pour faire le journalisme. Donc vous devez faire très attention aux critères de cooptation parce que dans tous les métiers, vous avez des gens ce qu'on appelle des self-made men, qui sont parfois plus puissants dans la production que ceux qui sont allés à l'école. Donc, je crois que dans cette période de transition, il faut absolument que vous teniez compte de ce que... Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'espace médiatique tellement forts qu'on ne peut pas les écarter sans remettre en question fondamentalement. Ça veut dire que la commission de délivrance de la carte de presse a fort à faire. L'histoire de la presse au Cameroun est une histoire qu'il faut conserver. C'est très important. Et puis, in fine, sur le financement, parce qu'on en parle au Cameroun. J'avais travaillé sur cette loi avec Henri Bandelot, il m'avait confié le dossier. Malheureusement, on a fait le projet, il est mort avant que ce projet n'ait été débattu. De quoi s'agit-il? Financer la presse est une obligation de l'État. Le choix de ne pas être financé est une liberté du journal. On a, par exemple, en France, vous avez Charlie Hebdo, le Canard enchaîné, qui refusent les financements parce qu'ils veulent garder leur liberté éditoriale. Mais à partir du moment où vous acceptez les financements publics, il faut un cahier de charges. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal de 16 pages, et sur les 16 pages, il y a 14 pages où on traite un dossier, où on insulte telle ou telle personne. Dans un journal, il doit y avoir ce qu'on appelle les informations d'ordre général, que tout le monde doit avoir. Il y a de la culture, de l'art, du sport et de l'histoire. Et ce cahier de charges, l'État doit l'établir pour dire, vous voulez être éligible aux subventions, je veux 20% d'informations générales, 20% d'informations civiques, 10% de... Les cahiers des charges en France, dans d'autres pays, c'est comme ça pour accéder aux subventions. On ne vous donne pas l'argent comme ça. On ne va pas voter un budget et le ministre s'assied dans son bureau, il dit sur une liste comme je vois faire souvent là, il dit sur une liste, il choisit à qui il donne l'argent. Non. L'argent doit être donné sur une contrepartie. C'est de l'argent public. Donc vous devez contribuer à former les Camerounais, à apprendre aux jeunes l'histoire du pays, à développer la culture. Et ce cahier des charges doit pouvoir... Tout le monde veut tout sans contrepartie. Très bien. Alors, Paul-Joël Capton,
La suite, ce sera quoi? Vous avez dit le syndicat national des journalistes du Cameroun n'est pas contre l'obtention de la carte de presse, mieux la délivrance de la carte de presse, évoque également la convention collective. Mais est-ce que cela suffit? Alors, pour les journalistes au Cameroun? Comme je disais tantôt, nous allons monter d'un cran dès demain. Nous allons sortir du débat sur la carte parce que nous avons été assez clairs là-dessus. Et nous allons donc parler cette fois de la convention collective. Il faudrait qu'on applique la convention collective qui devrait en principe résoudre environ 90% des problèmes de la presse au Cameroun. Ne perdez pas de vue que pour un journal bien structuré, il devrait désormais accepter des journalistes bien formés parce que cela y va de la notoriété de cette entreprise. Et donc nous disons que nous voulons aussi pour cette carte de presse une commission paritaire, comme ça se passe partout ailleurs. C'est-à-dire que la presse soit représentée indépendamment du gouvernement qui met des gens en mission, comme c'est le cas avec la commission actuellement. Alors on estime que la presse devrait désormais s'occuper. Maître Tchungan a été au barreau du Cameroun et il sait très bien que l'État ne vient pas... Enfin, il est au barreau du Cameroun. Ouais, voilà, il est au barreau du Cameroun. Non, c'est que tout de suite quand il parlait, je croyais qu'il était plutôt de la commission de la presse. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il était désormais à la commission de la carte de presse. Alors, je disais tantôt que nous allons monter d'un cran et nous allons poser des actions. Ah oui, bien sûr. Donc, nous allons monter d'un cran et puis on le dit qu'il faudrait aussi, comme on l'a dit que la carte de presse doit donner accès à la profession, on devait aussi demander à l'État de demander aux promoteurs des entreprises de presse d'être en règle, parce que cela y va également de la profession. Mais une parenthèse pour te dire, je vous en prie, maître. Le débat sur la convention collective, encore une fois, c'est un débat qui met en confrontation les employés aux employeurs. Qu'importe, maître, mais c'est au profit de la presse. De la pratique que je connais, parce que je connais bien votre milieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour rédiger des articles dans les journaux. Moi, j'en connais une d'ailleurs, une amie qui est souvent sur ce plateau, qui ne vous demande rien. Il dit au patron, donnez-moi un quart de page. Tous les semaines, je vais écrire. Et vous ne demandez aucune contrepartie. C'est vrai chez vous, c'est vrai chez nous. Vous avez beaucoup d'avocats stagiaires là, qui arrivent et disent que non, je veux être stagiaire, bon, je vous demande les patrons. Et parfois, on voit même que c'est les stagiaires qui paient les loyers de leur patron. C'est vrai chez nous aussi. L'économie camerounaise est en difficulté. Mais sauf que le patron, lui, il a son tableau de bord. Ses charges, il est créé en fonction de ses besoins. Mais vous avez beaucoup de, passez par l'expression, de gens qui veulent faire du journalisme en faisant pour un patron qui ne demande rien. C'est dès qu'il entre, qu'il commence à faire comme vous, on va vous forcer à faire. Non, maître, sauf que là, ce sont des arrangements. Oui, je voudrais faire remarquer à maître que ça, ce sont des arrangements qui n'engagent pas la profession. Or, chez les avocats, par exemple, la profession est organisée. Oui. Ce sont les avocats qui prennent leur profession à bras le corps. Ça devrait être désormais le cas pour les journalistes. Alors, pour conclure, Éric Fernand Kouamouo. Oui, Sandrine, pour conclure, je m'incline déjà devant la mémoire des aînés ou des barons de la presse camerounaise, à l'instar de Feu Puis Ndiaye, pour qui j'ai énormément de respect. Mais je dis que nous avons aujourd'hui l'occasion ou jamais de réécrire les pages de l'histoire de la presse et du journalisme au Cameroun. Évidemment, c'est un processus. C'est un processus et nous ne devons pas aller en rang dispersé. Il faut pouvoir recentrer le débat. Il faut pouvoir recentrer le débat parce que justement, l'environnement médiatique au Cameroun est assez complexe. C'est un mélange c'est un mélange de journalisme anglo-saxon et francophone. Si vous voulez, dans l'histoire de la presse, le processus d'acquisition de la carte de presse dans les pays anglo-saxons n'est pas le même que dans les pays francophones. Si vous le voulez, en Angleterre ou aux États-Unis, ce sont les patrons qui délivrent la carte de presse parce qu'on estime qu'évidemment, ils ont la possibilité d'apprécier la qualité des journalistes qui sont accrédités, ce qui n'est pas le cas dans les pays francophones. Que doit-on faire face à cette complexité? Ensuite, au Cameroun, nous le savons, le métier de journalisme est un métier libéral, à caractère libéral. Évidemment,
Je suis désolé, le journalisme... Malheureusement, il faut conclure, Eric. Beaucoup de gens disent ça, Benjamin, Peut-être il faudrait faire c'est remarquer à le cas Eric parce que tous les journalistes en France n'ont pas de cas de presse, N'ont mais pas de ils cas. exercent sans avoir de problème. Oui, mais la France n'est pas le Cameroun. Justement, il faudrait c'est pour nous vous dire que puissions la carte de presse n'est réécrire- pas un préalable Il au faudrait problème de que la nous puissions profession. réécrire les pages de l'histoire de la presse d'accord, au c'est Cameroun Oui, bien sûr. en établissant pas déjà bien sûr, un c'est pas de la carte de fichier, presse n'est pas un un préalable. fichier de On est journalistes d'accord. Oui. capable d'être identifié et ensuite qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la conduite à tenir face à d'autres confrères qui évidemment ont Si vous cette appliquez la vocation, convention cette collective, passion. vous allez voir, on va sortir. Alors, Absolument. on va sortir de cette faut bien émission. recentrer le débat. On permet quand même à Benjamin de dire un mot pour Non, sortir. mon seul mot, c'est pour dire que c'est un faux débat, cette histoire de faux journalistes, de vrais journalistes, parce qu'à la fin, il y a une sélection naturelle. Tout à fait. Moi-même, lorsque j'achète mon journal, je sais quel journal acheter. clair. Lorsque je regarde la télé, je sais quelle télé peut m'apporter l'information. Donc, à la fin, ça ne sert à rien, tous ces étirements. On sait très bien que M. Kouamouo est un bon journaliste, on va suivre ce qu'il fait. Je connais son émission magazine qui est très bien. Et à la même heure, je ne peux pas aller dans une autre chaîne parce que je ne peux pas trouver la même chose ailleurs. Donc, la sélection est naturelle et on n'a pas besoin de passer par des luttes. Mais il y a quand même une vérité, c'est qu'il y a des gens qui ternissent l'image de la profession de journaliste. Et ces gens-là, il faut trouver le moyen de les mettre hors de la profession. Ce que l'ancien président de la CADPOS avait dit, dératiser. Je crois que le mot doit revenir. Tout à fait. Sauf Alors, que les on journalistes s'attend ne sont peut-être à pas des des rats. ratisations là. Nous sommes Sauf à que la les fin, journalistes ne maître. sont pas des rats. Maître Charles Fungan, oui. J'ai un document que je voulais présenter, c'est la contribution du Cameroun à la COP21. À la Tout à fait. Ça s'ouvre demain et le Cameroun a pris des engagements très forts, n'est-ce pas, sur la diminution du CO2. Je crois que c'est un engagement important. Je regrette simplement... Le Cameroun n'est pas l'un des gros émetteurs non plus de CO2. Ah, bon, enfin, on va partir dans le débat. Allons-y, mais faut conclure, je voulais maître. seulement dire que je regrette que ce document n'ait pas fait l'objet d'un débat national, parce que moi je l'ai reçu avant-hier et le président, comme vous savez, est parti Peut-être hier. parce qu'il n'a pas été vulgarisé. Il faut également voir comme ça. Parce que l'avenir de la planète ne dépend pas simplement des gouvernements, c'est aussi un engagement de l'ensemble de la communauté. Il s'agit bien de ce document qui porte sur COP21. C'est le document officiel du Cameroun. Le Cameroun s'engage. Très bien. Voilà. Alors, merci à vous, maître Charles Tchunga. Merci également à vous, Paul Joël Capture. Et nous disons également merci à Eric Fernand Kouamouo et puis Benjamin Foudaïfa. Merci à vous, très chers messieurs, d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres thématiques à aborder. S'il vous plaît, au revoir.